Je n'aurais jamais imaginé que l'année qui suivrait mon mariage bouleverserait ma vie à ce point. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans. Je vis dans un petit village de Normandie, près de Bayeux, dans la maison familiale de mon mari. Cela fait 1 an que nous sommes mariés, mais mon mari, Thomas, est parti en mission professionnelle à Lyon pour une longue durée. Il m'a laissé ici avec son père, Gérard, un homme dans la soixantaine, aux épaules larges et à la politesse d'un autre temps. Au début, vivre avec Gérard me semblait intimidant. Partager une maison avec un homme plus âgé, même s'il est le père de mon mari, ce n'est pas simple. Pourtant, Gérard s'est révélé être un homme doux, attentionné, avec un humour fin qui allège souvent l'atmosphère. Chaque matin, je m'habillais d'une robe légère en lin, blanche, ceinturée à la taille, et je ramenais mes cheveux en un chignon bas, accompagné de ballerines souples qui me donnaient l'impression d'être à la fois élégante et confortable. Gérard me regardait souvent, les yeux brillants, tandis que je m'affairais dans la cuisine, et me souriait avec gratitude. Petit à petit, une routine s'est installée entre nous. J'aidais Gérard à gérer son diabète de type 2, injection, contrôle de la glycémie, jusqu'à 15 fois par jour, selon les recommandations du médecin. Au début, il semblait gêné de me demander de l'aide, mais ensuite, cela devint un rituel presque intime. Je nettoyais soigneusement son doigt, préparais le petit appareil, puis lui piquais le bout du doigt. Il fermait les yeux, moi aussi, comme si ce geste allait bien plus loin que la simple assistance médicale. Un jour, j'ai senti sa main retenir la mienne un peu plus longtemps que d'habitude, douce et chaude. J'ai détourné le regard, confuse, sans savoir quoi penser. Ce soir-là, il m'a encore appelé pour une injection avant le dîner. Je suis restée à genoux devant lui, et j'ai senti son regard parcourir mon visage, mes épaules nues, la courbe délicate de mon cou. « Tu es un ange, Camille », a-t-il murmuré. Je lui ai simplement répondu que j'étais heureuse de l'aider. Il a soupiré, lourdement, comme soulagé et accablé à la fois. Cette nuit-là, l'air dans la maison semblait chargé d'une tension nouvelle, comme l'orage qui gronde au loin. Je ne savais pas encore que notre vie tranquille allait bientôt basculer dans un jeu de regards, de silence et de désirs inavoués. Les jours suivants, cette nouvelle tension entre Gérard et moi s'est installée doucement, presque imperceptiblement, et pourtant elle modifiait tout autour de nous. Chaque matin, je choisissais avec plus d'attention mes tenues. Une robe à fleurs légères ou un chemisier légèrement décolleté, toujours discrètement, comme pour attirer son regard sans provoquer d'inconfort. Parfois, j'enfilais même des bas fins sous mon peignoir, un détail presque inutile, mais qui me donnait le sentiment d'être plus vivante, plus désirée. Gérard, lui, devenait plus attentif, presque délicat dans ses manières. Il corrigeait la chemise qu'il portait pour que le col soit bien droit avant que je ne commence les soins. Ses yeux semblaient chercher quelque chose dans mes gestes, dans mes mouvements. Je sentais son regard s'attarder sur mes bras ou la courbe de mes épaules, et cela me faisait frissonner, un mélange de peur et d'excitation. Un matin, juste après ma douche, je suis sortie en peignoir, encore humide, et je l'ai surpris debout dans l'embrasure de la porte. Son regard a glissé sur mon cou mouillé, la serviette qui peinait à rester fermée sur ma poitrine. Il a bafouillé une excuse, visiblement embarrassé, et je lui ai souri, essayant de masquer la chaleur qui montait en moi. Depuis ce jour-là, je sentais que quelque chose avait changé entre nous, un équilibre fragile qui menaçait de se rompre à chaque instant. Gérard est devenu plus réservé, plus silencieux, presque timide lors des injections. Il demandait parfois à sa manière, comme hésitant, de sauter une mesure, de ne pas faire l'injection nocturne. « Tu es fatiguée, Camille ?» me demandait-il doucement, comme s'il voulait me protéger de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Et moi, je me sentais coupable de cette fatigue, mais aussi troublée par cette attention nouvelle et presque possessive. Pour me rassurer, j'ai commencé à porter des robes un peu plus couvrantes, à fleurs discrètes, avec des manches longues, mais toujours près du corps, soulignant ma taille. Mes cheveux libres tombaient sur mes épaules, comme un rappel silencieux de la féminité que Gérard semblait admirer secrètement. Lors d'une séance de soins, il a laissé son regard s'attarder un instant sur mon poignet, avant de me dire, d'une voix basse, « Tu es très belle aujourd'hui, Camille. » J'ai senti mes joues brûler, et j'ai répondu trop vite, sans réfléchir, « Merci. » Je me suis assise près de lui, comme à l'habitude, mais cette fois, sa main a glissé doucement vers ma taille, m'a effleurée avec une tendresse inattendue. Ses doigts bougeaient lentement, caressant à peine, mais c'était suffisant pour que mon cœur s'emballe. Le bip de l'appareil a retenti, la glycémie était normale, mais mon esprit était en feu. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Mes pensées tourbillonnaient autour de ce contact, de ce regard, de cette présence qui s'imposait doucement dans mon intimité. Était-ce un accident? Un désir réciproque? Je ne savais pas, mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. L'atmosphère dans la maison avait changé, et je le sentais à chaque regard échangé,
à chaque silence partagé. Le lendemain matin, Gérard était tendu, évitant de croiser mes yeux. Les gestes d'habitude si naturels devenaient hésitants, presque lourds de sens. Lors des contrôles de glycémie, tout se passait en silence, comme si nous tentions de masquer cette tension palpable. Alors que je rangeais l'appareil, il murmura à peine « Pardon si je suis maladroit, Camille ». Je répondis aussitôt, essayant de dissiper le malaise « Tout va bien, ne t'inquiète pas », mais derrière ses yeux fatigués, je percevais une bataille intérieure que je ne comprenais pas encore. Ce même jour, une surprise inattendue arriva, un colis de Thomas, mon mari. À l'intérieur, une petite note au papier fin, griffonnée avec affection « Ma chère Camille, tu es ma déesse ». Et sous la note, un ensemble de lingerie rouge en dentelle délicate, clairement destiné à des occasions spéciales. Mon cœur battit plus fort, un frisson parcourut mon dos. Je dissimulai soigneusement cet ensemble dans mon armoire, mais impossible de chasser cette idée de mon esprit. Que penserait Gérard s'il le voyait? Réagirait-il? Malgré moi, cette pensée réveillait un désir nouveau. La nuit suivante, poussé par une impulsion que je ne m'expliquais pas, je décidai de porter cet ensemble sous mon peignoir. Juste pour moi. Pour me rappeler que j'étais une femme, désirée, même loin de Thomas. Lorsque Gérard m'appela pour le contrôle du soir, je me sentis marcher lentement vers lui, chaque pas résonnant dans ma poitrine. Il était là, assis dans son fauteuil, vêtu d'un pyjama sobre, les cheveux légèrement décoiffés, l'air à la fois fatigué et attentif. Je me mis à genoux devant lui, comme toujours, mais cette fois, lorsque je me penchai pour attraper son doigt, mon peignoir s'ouvrit légèrement, dévoilant un éclat de dentelle rouge qui attira son regard. Il détourna aussitôt les yeux, un rougeoiement discret colorant ses joues. « Camille, murmura-t-il, la voix tremblante, si je te demandais de partir maintenant, le ferais-tu » Mon cœur se serra. « Non, soufflai-je, le souffle court. Je resterai, si tu le veux bien. » Un long silence suivit. Puis, doucement, il posa sa main chaude sur mon épaule, sans jamais descendre plus bas. « Je n'ose pas, » avoua-t-il, presque inaudible. Je recouvris sa paume de mes doigts, le cœur battant à tout rompre. Nous ne fîmes rien d'autre, aucun mot, aucun geste interdit, seulement ce contact timide et cette respiration partagée dans la pénombre qui enveloppait la pièce. Ce soir-là, quelque chose de fragile et d'invisible s'installa entre nous, une ligne ténue entre l'innocence et le désir, entre la raison et la tentation. Je ne savais pas où cela nous mènerait, mais j'étais consciente que cette frontière, une fois franchie, changerait tout. Les jours qui suivirent cette soirée secrète, notre cohabitation prit une tournure insoupçonnée. Nous continuions nos routines, les injections, les repas, les discussions banales, mais chaque moment semblait chargé d'une tension sourde, d'un non-dit qui flottait entre nous. Gérard était devenu plus réservé, presque cérémonieux dans ses gestes, et moi, je me surprenais à chercher son regard, à espérer un signe, une étincelle. Un après-midi, alors que le ciel normand s'assombrissait sous un voile de nuages lourds, la maison fut plongée dans l'obscurité. Sans doute un problème dans le tableau électrique, murmura Gérard en se levant de son fauteuil, la voix grave. Je vais descendre au sous-sol voir ça. Je l'accompagnai, tenant une petite lampe de poche que je gardais toujours à portée de main. Nous descendîmes les marches en bois grinçant, l'air frais et humide du sous-sol nous enveloppant aussitôt. L'odeur de vieux bois, de moisi, se mêlait à celle du tabac froid et d'un soupçon de menthe, signature olfactive de Gérard. Il tenait la lampe d'une main, tandis que de l'autre, il déplaçait la boîte à outils. Alors qu'il ouvrait le tableau électrique, je glissai accidentellement sur une dalle mouillée. Pour ne pas tomber, je m'agrippai à son épaule. Nos corps se frôlèrent, et sa main descendit instinctivement sur ma taille, douce, chaude. Il tenait toujours la lampe de l'autre main, qui projetait une lumière tremblante sur mes hanches enveloppées dans une robe en coton léger. Je sentis le tissu épouser chaque courbe, révélant plus que je ne voulais. « Pardon » murmurai-je, le souffle court. Il ne répondit pas, mais me rapprocha légèrement, comme porté par une force invisible, presque contre sa volonté. Mon dos frôla sa poitrine, et pendant une seconde suspendue, tout sembla se figer, le silence, la pénombre, nos souffles mêlés. Quand la lumière revint dans la maison, il recula brusquement, reprenant contenance. « Nous devons être prudents, Camille, » dit-il d'une voix basse, presque suppliante. « Ce que nous ressentons ne doit pas briser ce fragile équilibre. » Je ne répondis rien, trop bouleversé pour parler, mais au fond de moi, une tempête grondait. Plus tard, dans ma chambre, je retrouvai son peignoir suspendu à la porte. Je le pris entre mes mains, le caressai doucement, sentant encore l'odeur de tabac, de menthe et de gel douche masculin. Un frisson d'excitation parcourut mon corps, mêlé à une honte sourde. Je m'assis sur le lit, serrant le tissu contre moi, fermant les yeux pour savourer ce moment de faiblesse, cette douce brûlure d'un désir interdit.
Cette nuit-là, le sommeil me fuyait. Mon esprit s'égarait dans des pensées tumultueuses, entre culpabilité et besoin de cette présence masculine qui, malgré tout, m'apportait chaleur et réconfort dans cette solitude imposée. Gérard n'était plus seulement le père de mon mari, ni un vieil homme malade. Il était devenu une énigme, une tentation silencieuse qui menaçait de tout emporter sur son passage. Le lendemain matin, la maison semblait plus froide, comme si la chaleur fragile de la veille avait disparu avec la nuit. Gérard resta longtemps enfermé dans sa chambre, et quand il apparut enfin, il était rasé de près, vêtu d'une chemise blanche impeccable, assortie d'un pantalon de flanelle gris. Une fragrance nouvelle flottait autour de lui, un mélange subtil de bois de cèdre et d'épices, qui attira mon attention sans que je puisse l'expliquer. Je le regardai, cherchant dans ses yeux une quelconque trace de ce que nous avions partagé, mais il évitait mon regard, comme s'il voulait effacer le souvenir de la nuit précédente. Tout semblait redevenu ordinaire, mais je savais que ce n'était qu'une façade. Pendant le contrôle de glycémie, le silence s'installa entre nous, lourd et chargé de non-dits. Lorsque je finis, il se leva lentement et, avant de partir, murmura « Merci, Camille ». Ces mots simples résonnèrent en moi comme une promesse, une reconnaissance discrète mais puissante. Dans les jours qui suivirent, Gérard devint plus attentif à moi d'une manière nouvelle, presque protectrice. Il préparait le thé avec soin, choisissant toujours la meilleure tasse, et plaçait l'appareil de mesure au même endroit sur la table, marquant un rituel qui apaisait nos tensions. Un soir, alors que les premières pluies d'automne tambourinaient contre les fenêtres, il me tendit un manteau en laine épaisse, couleur camel, en disant doucement « Tu vas attraper froid si tu sors comme ça ». Ses mains restèrent un instant plus longtemps sur ma taille que nécessaire pour ajuster la ceinture, et je sentis son regard brûlant contre mon dos. Je détournai les yeux, le cœur battant, tandis qu'il recula avec une expression mêlée de désir et de retenue. Ce geste, si simple, avait déclenché en moi une tempête d'émotions contradictoires, peur, excitation, culpabilité. Cette nuit-là, j'eus un rêve étrange. Je me tenais devant un miroir, vêtu de la lingerie rouge offerte par Thomas, recouverte du peignoir de Gérard. Je me retournai, et il était là, silencieux, son regard intense posé sur moi. Je n'avais pas peur, je ne fuyais pas. Au contraire, j'ouvrais lentement le peignoir, dévoilant ce que je cachais au monde. Je me réveillai en sueur, le cœur battant la chamade, consciente que ce rêve était plus qu'une simple illusion. C'était une confession muette de mes désirs, de mes doutes, de cette frontière floue entre le devoir et l'interdit. Le lendemain, en entrant dans la chambre de Gérard, je le trouvai sans chemise, en train de changer le pansement d'une vieille cicatrice. Son torse était ferme, marqué par les années, mais encore vivant et fort. Je restai figé un instant, incapable de détourner les yeux. Il remarqua mon regard et, d'un geste lent, releva sa manche. « Montre-moi où tu veux l'injection, Camille », dit-il d'une voix basse, presque vulnérable. Je m'approchai, le cœur battant, prêt à franchir une nouvelle fois cette frontière invisible qui nous séparait. Nos respirations se mêlèrent, et dans ce silence chargé, tout semblait possible, tout semblait interdit. Je n'arrivais pas à croire ce qui était en train de se passer. Chaque jour, le poids de cette situation devenait plus lourd à porter, et pourtant, je ne pouvais ni fuir ni changer le cours des événements. Gérard et moi étions pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, où chaque geste, chaque regard, chaque silence semblait chargé d'une signification nouvelle, presque insoutenable. Je repensais sans cesse à ce moment où sa main avait effleuré ma taille, à la chaleur de sa présence contre mon dos dans le sous-sol, à ce souffle à peine perceptible sur ma joue. Était-ce simplement un élan de tendresse? Ou y avait-il plus, quelque chose de plus profond, de plus dangereux? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'était que je me sentais déchirée entre la fidélité à Thomas, mon mari, et cette attirance inexplicable pour l'homme qui partageait ma vie au quotidien. Je me demandais souvent comment cela aurait pu être évité. Peut-être aurais-je dû poser des limites plus fermes, refuser ses appels pour les injections nocturnes, ignorer ses regards insistants. Mais comment dire non à l'homme qui avait besoin de moi, qui dépendait de ma présence pour sa santé? Et surtout, comment ignorer cette alchimie silencieuse qui s'était installée entre nous, malgré tout ce que cela impliquait? Parfois, dans mes moments de lucidité, je me surprenais à imaginer un scénario où tout resterait dans le domaine de la simple assistance, où notre relation ne dépasserait jamais cette frontière. Mais ces pensées s'effondraient rapidement face à la réalité. Gérard n'était plus seulement un malade dont je m'occupais, il était devenu un homme à part entière, avec ses désirs, ses doutes, ses faiblesses. Un soir, alors que je préparais le dîner, il m'appela d'une voix douce, presque suppliante, « Camille, pourrais-tu rester un peu plus longtemps avec moi ce soir ?» Mon cœur se serra. J'acquiesçai sans un mot, consciente que ce simple geste allait peut-être tout changer. Je m'assis près de lui, et nos mains se frôlèrent timidement. Aucun mot ne fut échangé, mais dans ce silence, tout était dit.
J'avais peur, j'étais troublée, mais je savais que j'étais déjà bien trop impliquée pour reculer désormais. Je me demandais ce que Thomas penserait s'il savait. Aurais-je le courage de lui avouer? Ou garderais-je ce secret lourd comme un fardeau, enfoui au fond de moi, prêt à exploser à tout instant? Cette pensée me hantait, tandis que la nuit étendait son voile sur notre maison tranquille, où chaque instant semblait suspendu entre désir et raison, entre fidélité et tentation. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce fragile équilibre allait bientôt voler en éclats d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Une semaine après cette soirée silencieuse, un matin gris et pluvieux, alors que je préparais le petit déjeuner, un bruit inattendu me fit sursauter. La porte d'entrée s'était ouverte brusquement, laissant entrer un souffle d'air froid et humide. Je levai les yeux, et là, dans l'embrasure, se tenait Émile, le frère cadet de Gérard, un homme d'une quarantaine d'années que je n'avais pas vu depuis des années. Il avait toujours eu cette allure un peu sauvage, les cheveux en bataille, le regard perçant. Il me regarda avec une intensité troublante, comme s'il devinait immédiatement l'atmosphère étrange qui planait dans la maison. « Bonjour, Camille », dit-il d'une voix grave, un sourire en coin. « Gérard ne m'a rien dit de ta présence ici. » Je restai silencieuse, le cœur battant. Comment pouvait-il apparaître ainsi, sans prévenir? Et surtout, que cherchait-il? Il entra sans attendre d'invitation, déposant sa valise dans le couloir. Je le suivis, l'esprit tourmenté, essayant de comprendre ce qu'il faisait là. Il s'installa dans le salon avec une aisance déconcertante, et, sans perdre de temps, il commença à poser des questions, d'abord sur la santé de Gérard, puis sur la dynamique entre nous. Je sentis une gêne monter en moi, une sorte de menace invisible. Émile avait ce regard qui semblait percer les secrets, et je compris rapidement que sa visite n'était pas anodine. Il connaissait probablement les faiblesses de son frère, et sa présence réveillait en moi un mélange de peur et d'excitation. Au fil de la journée, il observa Gérard avec une attention presque intrusive, notant chaque détail, chaque geste, chaque regard échangé entre nous. J'essayais de maintenir une façade de calme, mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Le soir venu, alors que la maison s'était calmée, Émile s'approcha de moi dans la cuisine. « Camille, » murmura-t-il, « je sais ce qui se passe entre vous. » Mon souffle se coupa. Je ne suis pas là pour juger, mais pour protéger Gérard. Je ne savais pas quoi répondre. Était-ce un avertissement? Une menace? Ou une offre d'aide? Ce soir-là, je compris que la situation allait prendre une tournure plus complexe, plus dangereuse. Je n'étais plus seule dans ce secret, et l'arrivée d'Émile venait bouleverser tout ce que je croyais contrôler. Je me demandais comment Gérard réagirait, et surtout, ce que Thomas ferait s'il apprenait tout cela. Le poids de ce mystère s'alourdissait, et je sentais que notre histoire, déjà fragile, était sur le point de basculer dans l'inattendu. La nuit s'abattit sur la maison avec une lourdeur presque palpable, et l'arrivée d'Émile laissait résonner un écho inquiétant dans chaque pièce. Après cette révélation silencieuse dans la cuisine, je sentais le poids du regard d'Émile peser sur mes épaules, comme un juge invisible scrutant chaque nuance de mon comportement. Le lendemain matin, Gérard semblait étrangement distant, presque absent. Je le surpris plusieurs fois à fixer le vide, les mains crispées sur sa canne, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour lui seul. Quand je tentai d'aborder le sujet d'Émile, il détourna la conversation avec une fermeté inhabituelle. « Ne t'en fais pas, Camille. C'est un homme compliqué, mais il ne fera rien qui puisse nous nuire. » Mais je n'étais pas convaincue. La présence d'Émile avait réveillé des tensions enfouies, des secrets qu'on préférait taire. Il semblait connaître les failles de Gérard, et son regard perçant laissait entrevoir une volonté de contrôler, de surveiller, comme un loup veillant sur son territoire. Un après-midi, alors que je préparais le repas, Émile s'approcha de moi dans la cuisine, son visage durci par une expression à la fois curieuse et méfiante. « Tu sais, Camille, il y a des choses que l'on ne peut pas cacher indéfiniment. » Sa voix était basse, presque menaçante. « Gérard a besoin de toi, mais il a aussi besoin de vérité. » Je restai silencieuse, incapable de trouver les mots pour répondre. Était-ce un avertissement? Une invitation à la sincérité? Ou simplement un moyen de me déstabiliser? Plus tard, dans la soirée, Gérard me rejoignit dans le salon, le regard chargé d'une mélancolie que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'assit près de moi, prenant mes mains dans les siennes. « Camille, il faut que tu saches. Je ne suis pas seulement un vieil homme malade. J'ai fait des erreurs, des choses dont je ne suis pas fière. » Je le regardais, le souffle coupé, sentant que cette confession allait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Émile, mon frère, n'est pas venu ici par hasard. Il cherche à réparer le passé, à protéger ce qui reste. Toi, tu es devenu une lumière dans ma vie, un espoir que je n'espérais plus. Mais je crains que ce que nous partageons ne soit qu'un rêve fragile, une illusion que la réalité viendra bientôt briser.
Je serrai ses mains, consciente que notre histoire était bien plus complexe qu'une simple histoire de soins et de solitude. Les secrets du passé, les non-dits, les désirs enfouis, tout cela tissait une toile où nous étions pris au piège. Je savais que la suite serait difficile, peut-être même insupportable, mais je ne pouvais pas me dérober. Il fallait affronter cette tempête, ensemble, ou sombrer dans le silence et l'oubli. La tension dans la maison avait atteint un paroxysme indescriptible, comme si le moindre souffle pouvait faire exploser cette bulle fragile où se mêlaient désirs inavoués, secrets enfouis et blessures anciennes. Chaque regard échangé entre Gérard, Émile et moi, chaque mot prononcé ou tu, résonnait comme un coup de tonnerre dans ce silence lourd et oppressant. Je me sentais prise au piège d'un drame dont je n'avais pas choisi les acteurs ni le scénario. Gérard, cet homme aux épaules larges et au regard fatigué, était devenu pour moi un mystère profond et troublant. Émile, avec son air de prédateur aux yeux perçants, incarnait la menace sourde, la force implacable du passé qui revenait hanter notre présent. Lors d'une soirée orageuse, alors que la pluie battait contre les vitres, les éclairs illuminant par intermittence la pièce où nous étions réunis, la vérité éclata enfin. Gérard, pris d'un accès d'émotion, confessa d'une voix brisée, « J'ai fait des erreurs, Camille. Des erreurs que je ne peux effacer. » Émile le regarda avec une intensité glaciale, puis se tourna vers moi. « Tu mérites de connaître toute la vérité, Camille. Ce n'est pas seulement une question de maladie ou de soins. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits sans fond. Gérard avait été mêlé, jadis, à un scandale familial, une affaire qui avait brisé des vies et laissé des cicatrices invisibles. Émile, longtemps le gardien de ses secrets, était venu pour protéger son frère, mais aussi pour surveiller ce qu'il percevait comme un danger. Je réalisais alors que notre histoire, cette étrange danse silencieuse entre Gérard et moi, n'était qu'une partie d'un tableau bien plus vaste, où les non-dits pesaient plus lourd que les mots. Dans ce chaos émotionnel, je sentis mon cœur se déchirer entre la loyauté envers Thomas, mon mari absent, et l'attirance irrésistible pour Gérard, cet homme blessé mais vivant, qui avait fait naître en moi des sentiments insoupçonnés. L'orage grondait à l'extérieur, écho parfait de la tempête qui faisait rage en moi. Je savais que le moment décisif approchait, celui où tout basculerait, où les masques tomberaient, où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, éclaterait au grand jour. J'étais prête à affronter cette tempête, mais je redoutais ce qu'elle emporterait avec elle. Car dans cette maison chargée de secrets et de désirs, rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, un silence étrange enveloppait la maison, comme si le souffle de la tempête passée avait tout emporté sur son passage, ne laissant que des cendres et des secrets à peine fumants. Gérard était absent, sa chambre vide, le lit soigneusement fait, comme s'il n'avait jamais été là. Sur la table de nuit, une lettre soigneusement pliée attendait que je la lise. Les mots de Gérard, écrits d'une main tremblante mais ferme, révélaient tout, son départ précipité pour un sanatorium en Bretagne, ce lieu dont il m'avait parlé autrefois, un refuge où il espérait retrouver la paix loin de ce tourbillon d'émotions interdites. Il me demandait de ne pas chercher à le retenir, de garder en mémoire seulement la chaleur de ce que nous avions partagé, même si cela devait rester un secret. « Camille, » écrivait-il, « je pars non pas parce que tu m'as repoussé, mais parce que je me perds moi-même dans ce que je ressens. Je crains de ne plus me reconnaître et de te faire du mal. Si jamais tu ouvres la porte et que je suis là, sache que je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Je laissai couler mes larmes sur le papier, sentant le poids de cette séparation comme une lame dans mon cœur. 3 jours plus tard, Thomas rentra. Je l'attendais, vêtu du même cardigan gris qu'il avait remarqué, celui qui sentait encore un peu la menthe et le tabac. Il m'embrassa, humant mes cheveux, et murmura, « Tu sens différemment, comme si tu avais vécu quelque chose de vrai, de profond. » Je me blottis contre lui, fermant les yeux, mais cette fois, une ombre me suivait. De l'autre côté de la rue, sous la pluie fine, je le vis. Gérard, sa silhouette encapuchonnée, le regard levé vers moi, silencieux, sérieux. Il ne souriait pas, mais un léger hochement de tête fut son dernier geste avant qu'il ne disparaisse dans la brume. Je restai là, figée, le cœur battant, consciente que cette histoire n'était pas terminée. Que le mystère, les émotions, les secrets, tout cela continuerait à me hanter, à me changer. Et dans ce regard échangé, furtif, chargé de tout ce qui avait été tu, je compris que nous étions liés à jamais, par un lien invisible, fragile et puissant, prêt à ressurgir au moment le plus inattendu. La suite? Elle attend, suspendue dans le silence, prête à éclater, à révéler ce que nous ne sommes pas encore prêts à affronter.